Donc, bonjour à tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une conférence qui sort un petit peu du cadre habituel des projets de recherche qu'on vous présente habituellement. C'est plus de vous informer, en fait, sur une nouvelle pratique en émergence et qui pourrait générer, en fait, des pistes potentielles de nouvelles thématiques de recherche, parce qu'il y a peu de données dans la littérature. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui cette conférence-là. On a la chance d'avoir Lisanne Desrosiers, qui est infirmière de liaison chez Transplant Québec, et Christelle Jean-Philippe, qui est coordonnateur conseiller clinique chez Transplant Québec, qui vont nous intervenir sur le don d'organes en contexte d'aide médicale à mourir. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Tardif. Bonjour, effectivement, je m'appelle Lisanne Desrosiers, je suis infirmière de liaison chez Transplant Québec. En fait, mon expérience passée, bon, j'ai fait de la psychiatrie légale, mais j'ai aussi fait des soins palliatifs dans une maison de soins palliatifs. J'ai développé un amour de ce soin qui est l'aide médicale à mourir. Là, je trouve que c'est un soin qui est super beau, puis dans le respect des volontés du patient. Alors, à mon arrivée à Transplant Québec, je me suis fait un devoir de faire valoir cette pratique en émergence, justement, comme le disait Monsieur Tardif. Alors, merci de me recevoir. Bonjour, je m'appelle Christelle Jean-Philippe, je suis coordonnateur conseiller clinique depuis 2015. Avant ça, j'ai travaillé aux soins intensifs, en cardiologie et en chirurgie hépatobiliaire. En mise en bouche, en fait, je vous présenterai un témoignage d'un patient, M. Gagné, en fait, qui a fait don de ses organes après aide médicale à mourir récemment pour mettre la table sur le sujet. Mon nom est Stéphane Gagné. Je suis atteint de dystrophie oculopharyngée. Je passe malheureusement 6 heures par jour connecté à une machine. Donc, dans quelques mois, je vais recevoir l'aide médicale à mourir. J'avais déjà signé ma carte pour le don d'organes. J'en ai parlé avec ma famille. Ils ont trouvé ça super beau. Et puis, ils me soutiennent toujours encore, puis ils vont être là jusqu'à la fin. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un geste qui est tellement gratifiant, qui m'apporte tellement beaucoup parce que c'est un don de soi, pouvoir partir en paix et de me dire que j'ai aidé des gens qui vont pouvoir vivre. Je vais pouvoir vivre à travers les autres personnes également. Donc voilà, comme on vous l'a dit, là, nous on travaille pour Transplant Québec. La Transplant Québec, c'est un organisme à but non lucratif dont les missions, dont les mandats sont de promouvoir le don d'organes auprès de la population et des professionnels de santé. Donc, pour cela, on a comme rôle là, de coordonner le processus de don d'organes, de l'identification du donneur jusqu'au prélèvement. On s'occupe aussi de gérer la liste provinciale des personnes en attente d'une transplantation d'organes. On s'assure de respecter l'équité d'attribution des organes selon des critères éthiques et cliniques pertinents. Et on est aussi là pour soutenir et accompagner les hôpitaux afin de faciliter les processus et les pratiques cliniques en don d'organes et de tissus. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, là, c'est de vous aider un petit peu à réaliser l'ampleur des besoins, de démystifier un petit peu le don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir, et puis de vous présenter aussi brièvement la procédure type dans le contexte d'une aide médicale à mourir. Donc, tout donneur confondu, en 2022, il y a eu 171 donneurs d'organes prélevés, ce qui représente 483 personnes transplantées. Seulement, à la même époque, au 31 décembre, il nous restait encore un peu plus de 900 personnes sur la liste d'attente. Et malheureusement, durant cette même période, il y a environ 47 personnes qui sont décédées dans l'attente d'un organe. Donc, ces 900 personnes, globalement, ça représente environ un peu plus de 600 personnes en attente d'un rein, 190 en attente d'un foie, 46 en attente de cœur, 8 en attente de poumon et 17, c'est les organes combinés ou les pancréas ou îlots du pancréas. Pour faire juste une petite parenthèse là sur les donneurs de poumons, ces 8 donneurs de poumons, c'est parce qu'en 2022, ça a été une année record, on a greffé plus de 75 patients qui étaient en attente de greffe pulmonaire. Donc tout ça pour vous dire que
juste deuxième aparté, excusez-moi, pour ce qui est des personnes en attente de reins, la différence fondamentale qu'il y a par rapport aux autres personnes en attente, là, c'est qu'avec les traitements de dialyse, ils peuvent quand même bénéficier de traitements sur une longue durée de temps, même si, on le sait, au bout d'une dizaine d'années de dialyse, là, l'espérance de vie commence à diminuer. Donc, c'est pour ça que toute transplantation doit être réalisée le plus rapidement possible, non seulement pour sauver des vies, mais et accélérer le retour à la santé des populations, mais aussi diminuer les coûts importants liés à de longues hospitalisations. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du don d'organes dans le monde. Le don d'organes, tout don confondu, en fait, se fait dans plusieurs pays. La particularité pour le don d'organes après aide médicale à mourir, c'est qu'il y a seulement 5 pays dans le monde qui font cette pratique, en fait. Et le Canada, on est un précurseur, on est les pionniers en Amérique du Nord, nous sommes les seuls. Alors, c'est quand même une grande fierté pour nous de vous faire valoir cette nouvelle pratique en émergence. Si on y va plus spécifiquement, là, depuis 2017, en fait, la pratique de don d'organes après AMM a commencé en 2017 à la suite de la demande d'un patient, en fait, qui a questionné après son acceptation d'aide médicale à mourir, à savoir si c'était possible de donner ses organes. Intéressant de le voir parce que c'est grâce à ces patients-là que les pratiques sont en constante évolution, là, en fait. Et puis, bon, on le voit, en fait, dans le diagramme que je vous présente. Le Québec, c'était les seuls dont les données étaient disponibles pour 2022, mais on voit une grosse augmentation. On a passé de 2 aides médicales à mourir en 2017 à 24 l'année dernière, là, ce qui est quand même une augmentation majeure. Et puis là, ben, comme vous le savez sans doute, les critères au niveau de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir tendent à s'élargir. Donc, on pense qu'il y aura peut-être aussi potentiellement une augmentation au niveau du don d'organes après AMM. Alors, si on y va plus spécifiquement pour un portrait plus précis du don, en fait, on voit là, bon, en vert, c'est les références qui ont été faites à Transplant Québec, c'est-à-dire un professionnel de la santé qui nous appelle pour savoir si le patient serait admissible éventuellement à cette aide médicale à mourir-là, suivie d'un don d'organes. Donc, on est passé quand même de 6 au début de la pratique à 109 l'année dernière. C'est une augmentation de plus de 130 %, ce qui est majeur. Et puis, pour ce faire aussi, ben, les organes transplantés, en fait, on est rendu à 66, comme mon collègue vous le disait. Et puis, ça, en fait, ça représente 24 donneurs après AMM. Donc, on vous parlait en début de présentation qu'il y a eu 171 donneurs en 2022, mais de ces 171-là, il y en a 24 qui ont fait don après aide médicale à mourir, ce qui est quand même impressionnant. C'est quand même une pratique, comme je le dis, en émergence qui est vraiment impressionnante. Alors, par la suite, ce que j'aimerais mettre l'accent aussi, c'est que la plupart des gens qui ont fait don d'organes après aide médicale à mourir étaient atteints d'une maladie neurodégénérative ou neurologique, comme la SLA, le Parkinson, des choses comme ça. Et puis, sinon, on avait une autre portion qui était les maladies pulmonaires, cardiaques et d'autres maladies que je n'énumérerai pas ici. On pourra en parler un petit peu plus longuement un petit peu plus tard. Alors, sachant qu'il y a eu beaucoup de gens, 85 % comme je vous le dis, qui étaient atteints de troubles neurologiques, j'ai cru intéressant de ressortir les données au niveau de l'aide médicale à mourir au Canada. C'est le rapport qui ont sorti, le rapport annuel en 2021. Alors, on peut voir que dans tout le Canada, il y avait eu 10 000, un petit peu plus de 10 000 patients qui avaient eu recours à l'aide médicale à mourir. De ces 10 000 patients-là, en fait, on avait un petit peu plus de 12 % qui étaient atteints de troubles neurologiques. Mes calculs, s'ils sont exacts, ça équivaut à 1248 patients. Donc, c'est quand même un gros bassin potentiel de futurs donneurs. Là. Bien entendu, il faudrait plus d'évaluation et tout, là, mais globalement, ça nous fait un bon bassin pour les gens en attente. Donc, un espoir pour eux d'avoir la vie changée, voire sauvée, là, ce qui est pas négligeable. Alors, j'avais dit, on vous parlera un petit peu plus en détail des diagnostics là, de nos donneurs potentiels et tout. Là. Bon, on voit encore SLR, Parkinson, sclérose en plaques, tous les troubles neurodégénératifs. Mais on avait aussi des douleurs chroniques, des cirrhoses de Nash, des fibroses pulmonaires. Bon, je ne les énumérerai pas tous, vous les avez devant les yeux. Mais je voulais mettre l'accent sur le fait que sur les 66 donneurs réalisés, en fait, c'est 186 organes qui ont été transplantés, comme on vous l'a dit plus tard, mais ça, c'est 120 reins, 20 foies, 23 poumons.
Et précisons aussi que ces donneurs-là avaient entre 40 et 76 ans. Là. Il y a quand même une belle panoplie d'âge dans nos dons. Je précise aussi l'acronyme DDC là, pour ceux qui ne seraient pas au fait de ce que ça veut dire. C'est le don après décès circulatoire, c'est-à-dire c'est l'arrêt de la circulation du cœur, puisque l'AMM fait en sorte que le cœur cesse de battre. C'est pour ça, en fait, que c'est dans ce protocole de don-là, en fait. Et puis, un petit aparté aussi sur les raisons d'annulation. Il y en a eu plusieurs, là, dépendamment du cas. Là, on en a nommé quelques-unes ici. Il y a eu des mélanomes, il y a des gens qui ont retiré leur consentement, sont décédés avant l'aide médicale à mourir. Parfois aussi avec les examens, mon collègue vous en parlera un petit peu plus longuement, un petit peu plus tard, là, mais on peut découvrir des choses qui feraient en sorte que le don ne pourrait pas avoir lieu. Donc, il y a quelques raisons qui pourraient expliquer ces 20 donneurs annulés-là. Précisons aussi, bon là, nous avons les chiffres de 2017 au 31 décembre 2022. De janvier 2023 jusqu'à juillet, on avait eu déjà 13 dons après aide médicale à mourir qui avaient eu lieu pour 31 organes transplantés. Donc, encore une fois, on voit que c'est en constante évolution cette pratique. Je vais passer la parole à mon collègue pour la suite. Donc, pour ce qui est du don après aide médicale à mourir, là, les recommandations du comité éthique de Transplant Québec sont les suivantes. Transplant Québec ne va s'impliquer dans un processus de don que quand les 2 avis d'aide médicale à mourir sont signés. On est complètement détaché de cette partie du processus. On s'assure avant l'approche à la personne là qu'elle se qualifie pour le don. C'est-à-dire qu'on va faire une petite enquête très rapide là pour savoir si il peut être accepté dans le processus. On va s'assurer aussi que la volonté de la personne de faire le don n'est pas ce qui motive sa demande d'aide médicale à mourir. On essaie de s'assurer qu'elle comprend bien les implications du processus. On s'assure aussi que la personne ne subit aucune pression dans sa décision de faire le don d'organes. On va essayer d'accompagner les équipes qui entourent la personne pour les rendre le plus confortables. Et puis, on va aussi s'assurer, on va aussi expliquer à la personne qu'il est important que sa famille soit avisée de son intention de faire le don après son aide médicale à mourir. Alors, je vais faire tout de suite une petite parenthèse. Une personne peut demander l'aide médicale à mourir sans en aviser ses proches, mais sachant que pour le don d'organes, malheureusement, c'est pas possible parce que ça va être difficile de garder un prélèvement d'organes. Là, c'est quand même difficile à garder secret, et donc on ne pourrait pas respecter les volontés de la personne là, de ne pas en parler à sa famille si on procédait à un don d'organes après l'aide médicale à mourir. Et puis, d'un point de vue purement technique, entre guillemets, là, le don après aide médicale à mourir va suivre le protocole actuel du don après arrêt cardio-circulatoire. Donc, petite question. Selon vous, quelle est la seule contre-indication absolue au don d'organes lorsqu'il est question d'une aide médicale à mourir? Est-ce que c'est un patient qui serait âgé de 70 ans et plus, un patient atteint d'un cancer neurologique, un patient atteint d'un cancer métastatique, une personne sous ventilation non invasive ou une personne qui désirait recevoir l'aide médicale à mourir à domicile? Je viens juste de lancer le sondage. En fait, les gens vont pouvoir répondre et on va voir les réponses très prochainement. On va laisser 2-3 minutes. Peut-être un petit peu moins, ça va dépendre. Donc, on est rendu à 53 réponses sur 69. Encore un petit 15-20 secondes. Voilà, ça arrête de bouger. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats à l'écran présentement. Donc, on a 70 qui croient que c'est patient atteint d'un cancer métastatique, 4 sous ventilation non invasive et 26 aide médicale à domicile. Voilà. Merci de vos réponses. Merci beaucoup.
Donc, voici la procédure type pour un donneur dans un contexte d'aide médicale à mourir. C'est une procédure qu'on essaie de garder le plus simple possible, là, qui se découpe en 5 grandes parties. Mais la partie qui nous intéresse tout de suite, là, ben, c'est excusez-moi, la contre-indication absolue au don d'organes, c'est le cancer métastatique actif. Les autres raisons qu'on avait ne sont pas des contre-indications absolues. Donc, pour ce qui est donc de la procédure, on s'entend que le consentement au don d'organes est toujours un consentement qui est libre, éclairé et révocable. Après, une fois que la personne a signé son accord, on va déterminer un petit peu l'admissibilité des organes. Donc ça, c'est en plusieurs étapes. On a un questionnaire médico-social, on a une revue du dossier médical de la personne, et puis par la suite, on va organiser généralement sur une demi-journée d'hospitalisation qui va nous permettre de faire les évaluations plus cliniques et les examens qui vont avec. Cette demi-journée d'hospitalisation, on peut la faire au maximum une semaine avant la date prévue de l'aide médicale à mourir. Donc, on va faire des prélèvements sanguins, on va procéder à des examens d'imagerie médicale, comme en règle générale, c'est un scan thoraco-abdo-pelvien, et puis il va y avoir un examen physique qui va être réalisé par un médecin sur place. Donc, pour ce qui est des particularités de l'AMM et du don, donc on parlait de la confidentialité et de l'anonymat. Donc les personnes sont bien sûr avisées là qu'un don d'organes, c'est un don qui est anonyme, donc ils ne pourront pas savoir, du moins leurs proches, ne pourront pas savoir quelles sont les personnes qui vont recevoir les organes, s'il y a des organes qui sont prélevés. C'est un acte qu'on fait pour l'instant en centre hospitalier. Il y a toujours possibilité de garder un rituel de fin de vie. Il y a toujours aussi, on explique aussi qu'il y a toujours la possibilité qu'un organe puisse être décliné à n'importe quel moment du processus jusqu'au moment du prélèvement. Généralement, la décision finale est prise par les chirurgiens au moment où ils visualisent l'organe pendant le prélèvement. On va aussi aviser la personne qu'en plus de la médication qu'on va donner pour l'aide médicale à mourir, on va rajouter une dose d'héparine qui va nous permettre justement d'un petit peu de protéger les organes là, pendant le temps qui mène à l'arrêt cardio-circulatoire. Et on va aussi aviser à la fois le patient et ses proches qu'il va y avoir un moment où le temps auprès du défunt là, va être limité. J'ajouterais aussi, pour ce qui est de l'anonymat et de la confidentialité, effectivement, le patient ou la patiente ou ses proches ne sont pas au courant de qui va recevoir l'organe. Par contre, sont au courant des organes qui ont été acceptés ou non. On agit toujours en toute transparence, donc c'est-à-dire qu'en cours de processus, si par exemple les équipes avaient accepté les poumons de ce ou cette patiente-là, en fait, on va lui dire. Et c'est souvent ce qui est aussi ce qui fait en sorte que les patients apprécient beaucoup cette procédure, puisqu'avant de quitter, en fait, ça leur donne une finalité un peu plus positive à leur départ. Donc, parmi les conditions qui peuvent affecter, voire ne pas permettre le don d'organes, il y a plusieurs choses. Bien sûr, la personne peut modifier sa décision concernant son aide médicale à mourir. Elle peut perdre sa capacité à consentir aux soins. Et donc ça, ce serait, à moins qu'elle ait signé un formulaire de renoncement au consentement final, elle peut changer d'avis et désirer recevoir une sédation palliative plutôt que l'aide médicale à mourir. Elle peut aussi tout simplement ne pas vouloir en parler avec ses proches. Elle peut bien sûr retirer son consentement au don. Et le dernier point, elle peut désirer recevoir son aide médicale et mourir à domicile. Pour ce dernier point, actuellement, ça ne permet pas le don d'organes, mais ça fait partie des réflexions qui sont actuellement en cours chez Transplant Québec sur comment est-ce qu'on pourrait être amené un jour à procéder à des dons d'organes sur des patients qui ont reçu l'aide médicale à mourir à domicile. Comme je le disais d'entrée de jeu, en fait, c'est aussi souvent les patients qu'on pense qu'ils vont nous faire progresser à ce niveau-là, puisqu'on se dit que si un jour un patient nous demande de donner ses organes, mais tient à mourir à domicile, il va falloir qu'on développe des pratiques pour ce faire. Donc,
Donc, juste pour faire un petit résumé là, sur le donneur des décès dans un contexte d'AMM. Donc, après l'acceptation de la demande d'aide médicale à mourir sans égard au don d'organes, ça c'est la première partie. L'option du don est offerte seulement après que la personne ait décidé d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Quelque chose qui est très particulier, qui est très nouveau pour nous, c'est que le consentement, on l'obtient de la personne elle-même et pas de la famille. Et puis, par la suite, il y a l'administration de la médication pour l'aide médicale à mourir qui va se faire ou au bloc opératoire ou dans une salle adjacente. Et dernière petite particularité, dans un contexte de don, le constat de décès ne se fait pas juste après qu'on ait constaté l'arrêt cardiaque, mais 5 minutes après une période de 5 minutes. Et jusqu'à maintenant, les prélèvements d'organes qui sont possibles de faire après une aide médicale à mourir, toutes mes excuses, sont les reins, le foie, les poumons et le pancréas. Donc là, on va avoir une petite vision un peu schématique d'un processus de don après aide médicale à mourir. Donc, la première partie, c'est une partie donc, qui est toujours la même. Là, c'est l'administration de l'aide médicale à mourir, ce qui nous emmène à un décès qui est généralement rapide et par la suite, on va prélever les organes. Donc, si on va détailler un tout petit peu notre tableau, généralement, l'administration de la médication, ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Après ça, le patient, on va constater qu'il y a un arrêt de la circulation chez le patient. On va commencer à ce moment-là cette période dont je parlais tout à l'heure, qui est une période de 5 minutes pendant laquelle on ne touche pas au patient. Quand je dis on, c'est à la fois le personnel médical, mais aussi la famille. Et au bout de ces 5 minutes, le patient est déclaré et il est transféré au bloc opératoire pour le prélèvement. Alors, quand on parlait du temps limité que la famille peut passer auprès de leurs proches après l'arrêt circulatoire, là, c'est ce 5 minutes-là. C'est durant ce 5 minutes qu'on attend entre l'arrêt cardiaque et la déclaration qu'on va généralement inviter les proches à quitter. Mais tout ce processus-là, généralement, donc depuis le début, depuis l'administration de la médication jusqu'au clampage et au prélèvement d'organes, ça prend un peu moins de 20 minutes. Donc, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle une ischémie chaude qui est très, très courte, et ce qui donne des organes qui sont quand même de très bonne qualité. D'un point de vue plus technico-technique, à Transplant Québec, une fois que les organes ont été attribués, une fois qu'on a trouvé des receveurs, on va se mettre à la recherche d'une équipe chirurgicale pour effectuer le prélèvement. On va participer à l'organisation du bloc opératoire, puisque en don après aide médicale à mourir, comme en don après arrêt cardio-circulatoire, ce sont des prélèvements qui peuvent se faire à peu près dans n'importe quel hôpital au Québec. Donc, ça peut être aussi bien dans un hôpital universitaire que dans un hôpital un peu plus éloigné. Donc là, on va faire en sorte là, de s'organiser avec le personnel en place pour pouvoir les guider à la fois dans les techniques et dans le matériel. On va aussi s'occuper de la coordination des équipes, du transport des équipes chirurgicales et par la suite du transport des organes. Avant l'administration de l'aide médicale à mourir, il y a des réunions multidisciplinaires où on va voir à la fois les personnes qui s'occupent plus de la partie de l'aide médicale à mourir et le personnel du bloc opératoire. Et on va expliquer les rôles de chacun et les attentes de chacun. C'est un processus qui nécessite la présence de 2 coordonnateurs et d'une infirmière de liaison. Et puis, par la suite, après, à la fin du prélèvement, on organise généralement une autre rencontre là, pour recueillir un peu les impressions des différentes personnes dans le but d'améliorer nos pratiques. Alors, si on y va un petit peu plus dans le déroulement du grand jour, euh, moi, mon rôle comme infirmière de liaison, c'est vraiment d'accompagner le patient et sa famille tout au long du processus. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Souvent, c'est moi ou un coordonnateur qui reçoit la référence dans un premier lieu, là, où on évalue l'admissibilité, comme on disait un petit peu plus tôt, de ce patient-là avec les informations qui nous sont transmises.
dès qu'on considère que le patient, avec les antécédents qu'on a pris en note, serait admissible, en fait, on organise avec le patient une rencontre informative. Hein. C'est toujours de l'information qu'on lui donne parce que mon but, ainsi que celui de mes collègues, c'est que le patient ou la patiente prenne une décision la plus libre et éclairée possible, en fait, en lien avec ses propres valeurs et ses propres souhaits pour son départ, là, en fait. Mon collègue vous l'a un petit peu mentionné un petit peu plus tôt, c'est particulier puisque dans nos autres cas de dons, soit le don après décès neurologique ou le don après décès circulatoire hors AMM, on parle avec la famille, tandis que dans ces cas-ci, on parle avec le proche. Donc, on ne peut pas avoir un consentement plus libre et éclairé que ça, puisqu'on parle avec la personne avant son décès. Alors, la rencontre informative se passe et puis on suggère une période de 24 à 48 heures minimalement de réflexion, puisque c'est beaucoup d'informations qu'on lui donne. Ce qu'on vient de vous donner en rafale, en fait, c'est l'information aussi qu'on lui transmet afin qu'il puisse prendre la meilleure décision pour lui. Par la suite, on rentre en contact à nouveau avec lui pour voir s'il a des questions ou aussi quelle est l'issue de sa réflexion, si issue il y a, parce que ça se peut aussi qu'il demande plus de temps, on respecte ça. Par la suite, si on obtient un consentement, ben c'est là que, en fait, moi ou mes collègues liaison ou coordonnateurs, nous allons organiser la journée d'examen dans la semaine précédente, comme mon collègue vous l'a mentionné. Suite à ces examens-là, ils vont pouvoir commencer au niveau de l'attribution et tout, comme il vous a été mentionné. La plupart des patients, le jour de l'AMM, en fait, arrivent le matin même à l'hôpital. Ça pourrait aussi se faire pour des patients qui sont déjà hospitalisés, mais souvent, les patients demandent à demeurer à domicile le plus longtemps possible et d'arriver le matin même. Alors là, quand ils arrivent, ben, je les accueille. On revoit ensemble un petit peu comment le tout va se passer. Je réponds à leurs questions de dernière minute. C'est aussi très important pour moi de rappeler la période, le fameux 5 minutes no touch que mon collègue vous expliquait, puisque c'est souvent l'enjeu majeur, puisque les gens doivent vraiment avoir fait leurs adieux avant tout ça, parce qu'après ça, ils ne pourront plus toucher à leurs proches. Donc, ils arrivent, on voit tout ça ensemble. Par la suite, on respecte leur intimité le plus possible. On est là parce qu'on n'a pas le choix, c'est notre travail qu'on a à faire. Par contre, on les laisse en intimité. On essaie d'assurer leur rituel de fin de vie tel qu'ils le souhaitent. Et puis, par la suite, ben, en fait, la séquence va être un peu la même dans un premier temps comme une aide médicale à mourir sans don d'organes. C'est-à-dire que le médecin qui va administrer l'aide médicale à mourir va valider avec le patient qu'il veut toujours obtenir ce soin-là. Petite parenthèse, en fait, mon collègue vous a dit que ce qui faisait en sorte que peut-être que le don ne pourrait avoir lieu pouvait être le retrait du consentement du patient. Bien, il y a jusqu'à l'administration de l'AMM elle-même qui peut dire finalement je retire mon consentement. C'est une fois arrivé au bloc opératoire qu'on ne peut plus, bien entendu, revenir en arrière. Donc, si je reviens à nos moutons, en fait, si le médecin confirme avec le patient qu'il veut toujours recevoir l'aide médicale à mourir, bien, il y aura administration d'héparine et par la suite, la médication choisie par l'équipe traitante pour l'aide médicale à mourir sera administrée. Pendant tout ce processus-là, les proches peuvent toucher à leur être aimé là, qui reçoit l'aide médicale à mourir. C'est au moment où le premier médecin va confirmer qu'il, selon lui, il n'y a plus de circulation, soit par rapport avec un stéthoscope ou prise de pouls ou autre. Alors là, c'est à ce moment-là que les proches doivent se retirer. Et puis, c'est là où commence la période, en gros, là, je vous épargne les détails, de 5 minutes durant laquelle on doit s'assurer qu'il n'y a pas de reprise de pouls spontanée puis que la circulation est bien cessée. Après ça, on l'a écrit, là, il y a 2 médecins qui doivent faire ce constat-là. Et puis, quand c'est vraiment l'arrêt circulatoire est constaté, il y aura départ en salle d'opération si l'aide médicale à mourir a été administrée dans une pièce adjacente ou dans une autre salle de prélèvement si jamais c'était au bloc opératoire. Et puis là, c'est inscrit départ de la famille. À noter, la famille n'a pas à quitter, en fait. Là, mon rôle, c'est vraiment de les soutenir dans tout ce dont ils ont besoin. Et on ne va pas les dire, bon, mais mon Dieu, votre proche est parti, bien, vous aussi, vous devez quitter. Là. Alors, on les accompagne dans ce cheminement-là,
selon leurs besoins à eux. Alors, je tenais aussi à préciser que, bon, on vous dit depuis quelques diapositives déjà que le temps est limité auprès de leurs proches, mais si jamais les gens sont incapables de quitter, hein, parce qu'on ne sait jamais de quelle façon on va réagir au départ d'un être aimé. Par exemple, si une dame tient la main de son conjoint et n'est pas en mesure de se retirer, tout ça, bien, ce sera mon rôle de m'approcher d'elle doucement et de lui dire vous savez, si vous voulez respecter les volontés de votre conjoint, il faudrait se retirer. Alors, je ferai ça 1 ou 2 fois seulement et dans l'éventualité où celle-ci n'est pas en mesure de quitter, bien, on va respecter son besoin de rester auprès de son conjoint et nous allons nous retirer de Transplant Québec. Donc, c'est bien sûr à ce moment-là, le processus de don ne pourra pas se poursuivre. Toutefois, on va respecter le besoin de cette endeuillée. Par la suite, ben, je parle depuis quelque temps de soutien famille et tout ça, mais il y a aussi un suivi post-don qui est fait auprès de la famille, à moins que celle-ci ne désire pas de suivi. C'est qu'à la fin du processus, le jour même ou le lendemain, là, dépendamment de l'heure du prélèvement, un coordonnateur de Transplant Québec va entrer en contact avec la famille pour lui parler de l'issue des prélèvements. Parce qu'on vous a mentionné un peu plus tôt que ça peut aussi être juste que au prélèvement des 10 organes où il y aurait une exclusion de ceux-ci. Alors, si jamais tel est le cas, bien, nous serons transparents avec la famille et nous les en informerons. Tout en sachant que la personne, que ça allait fonctionner ou pas, est considérée pour nous comme un donneur d'organes parce qu'elle a passé dans tout le processus pour faire don des organes. On dit aussi, bien entendu, si ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que les poumons ont été prélevés et sont en cours de transplantation, c'est le genre d'informations qu'on leur transmet. Et ma partie préférée de mon travail, en fait, c'est 2 mois après le décès. J'ai la chance, vous savez, comme infirmière, ben, médecin aussi, là, en fait, comme professionnel de la santé, on n'a pas souvent la chance d'avoir un suivi sur les gens qu'on soigne ou qu'on accompagne. Et puis moi, j'ai la chance, 2 mois après le décès de la personne qui a fait don de ses organes après aide médicale à mourir, d'entrer en contact avec leurs proches. Donc, premièrement, 2 mois après le décès, alors, ils recevront toujours, bien entendu, s'ils le souhaitent, là, des nouvelles des receveurs. Rappelez-vous, on a bien mentionné tantôt l'anonymat au niveau de l'identité de la personne qui aura reçu. Toutefois, ils vont recevoir des nouvelles, par exemple, le receveur de poumon se porte bien et est sorti de l'hôpital où il est encore. Ça peut être ce genre de nouvelles-là qu'ils reçoivent. Encore une fois, en toute transparence, si jamais la personne n'a pas survécu et tout, ils le sauront aussi. Toutefois, il faut garder en tête aussi que c'est grâce à tous les gens qui font ce cheminement-là de dons, que ce soit don après décès neurologique ou don par décès circulatoire ou après AMM. Ça donne l'espoir pour les gens qui sont sur la liste d'attente de recevoir un jour ou l'autre des organes, tout comme si jamais l'organe a été transplanté et que malheureusement, il n'a pas survécu. Tout ça, il a quand même donné un petit sursis puis du temps de plus avec ses proches. Donc, il y a ça aussi qui est important. Dans cet envoi-là, 2 mois après le décès, il y a aussi des informations sur le programme d'échange de lettres. Je rappelle, on n'a pas le droit de savoir qui a reçu ou qui a donné. Par contre, Transplant Québec offre cette possibilité-là, c'est-à-dire que je prends l'exemple, par exemple, de ma conjointe de l'exemple précédent qui avait de la difficulté à se retirer d'auprès de son conjoint. Alors, elle peut écrire au receveur de poumon, à toi le receveur de poumon, et lui dire tout ce qu'elle a envie de lui dire par rapport à son conjoint, que c'était une personne généreuse. On ne juge pas le contenu. Cette dame pourrait écrire cette lettre, envoyer à Transplant Québec, et puis nous allons simplement la lire pour vérifier qu'il n'y a pas de données qui pourraient faire en sorte qu'on saurait de qui elle parle. Et puis, si tout est bien, bien, on va contacter le receveur pour savoir s'il veut bien recevoir cet envoi-là, parce que lui aussi pourrait refuser. C'est dans son droit, ce n'est pas une obligation. Et s'il souhaite recevoir cet envoi-là, nous allons lui faire parvenir.
Et ça peut se faire de l'autre côté aussi, c'est-à-dire que les personnes qui ont reçu peuvent écrire aux familles de donneurs pour les remercier ou pour leur dire ce dont ils ont envie de parler, en fait. Dans ce même envoi-là, il y aura aussi les informations pour l'inscription à l'Association canadienne du don d'organes. C'est une association, c'est des policiers, là, en fait. C'est dans la région de Sherbrooke où est le siège social de l'ACDO. Et puis, il y a possibilité pour les proches d'inscrire leur être aimé qui a fait don de ses organes à ce registre-là, si je peux dire ainsi, afin que ceux-ci soient honorés comme donneurs d'organes et héros, parce que c'est un acte héroïque, là, parce que de par leur départ, ils sauvent la vie d'une ou de plusieurs personnes. Ce n'est pas négligeable. Ils reçoivent aussi une médaille à l'effigie de leurs proches. Et puis, la petite image que je vous ai mise dans la diapositive, en fait, ben, c'est le cénotaphe. Là, et, en fait, c'est tous les noms des donneurs d'organes qui sont gravés sur ces pierres. Fait intéressant, à l'heure où on se parle présentement, c'est la cérémonie annuelle de l'Association canadienne du don d'organes qui se tient. C'est vraiment une très, très belle cérémonie touchante que les proches apprécient là, grandement. Et puis, pourquoi je vous disais que moi, mon travail, c'est dans le 2 mois plus tard là, que j'aime beaucoup, c'est que je fais un suivi téléphonique là, avec les familles, à savoir comment ils se portent, si je peux leur venir en aide en quoi que ce soit. Et souvent, 2 mois plus tard, ben bon, le deuil suit son cours et puis ça mène à de belles conversations. Et puis, si jamais ces gens-là ont besoin d'un petit peu plus de soutien, bien, je peux les référer à différents organismes. Ou s'ils ont besoin de me parler plus longuement, bien, c'est aussi mon travail. Je trouve que c'est très, très riche, cette partie de mon travail. Alors, le plus important, si je peux terminer ainsi, en fait, pour nous, c'est le respect de la volonté de la personne en tout temps et sans pression. Donc, c'est ça pourquoi je mettais l'accent sur le consentement libre et éclairé, c'est que nous, il n'y aura jamais aucun jugement de notre part. Donc, c'est-à-dire que la personne nous dise oui, non, pour nous, la personne va être importante dans son entièreté d'une façon ou d'une autre. Mais pour avoir accompagné plusieurs patients, familles, je peux certifier que la contribution à donner un sens aux événements, tant pour la patient que pour sa famille, est vraiment, vraiment très, très importante. Le processus de don facilite vraiment le cheminement des familles endeuillées puisque, d'une certaine façon, leurs proches continuent de vivre à travers quelqu'un d'autre. Ce qui les aide vraiment dans leur cheminement de deuil. Mais il y a quelqu'un de mieux que moi pour vous expliquer tout ça parce que moi, je ne suis pas passée par là. Alors, je me permets de vous transmettre le témoignage de Mme Maryse Gagné, qui est la nièce de M. Gagné, que j'ai eu la chance d'accompagner dans son processus d'aide médicale à mourir et de don d'organes. Et puis, je lui cède la parole. Donc, moi, c'est Maryse Gagné. Je suis la nièce de Stéphane Gagné. Moi et Steph, on est vraiment comme frères et sœurs. Lorsqu'on prépare quelqu'un dans un soin tel que celui que Stéphane a, là, on se rend compte de tout ce que ça implique, le don d'organes. C'est jamais facile hein, d'en parler avec la famille, de tout ça. Pour ma part, je l'accueille avec une grande joie parce que je sais qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui va vivre à travers lui. C'est magique, là, c'est parfait comme ça. L'acceptation de Stéphane par rapport à sa situation fait aussi en sorte que c'est facilitant. Ce processus-là qu'on va avoir entamé ensemble, ben, ça vient comme mettre un baume aussi. Il veut partir bien, ben, on va l'accompagner pour qu'il soit bien jusqu'à la fin. Je pense que c'est lui faire un beau cadeau, mais d'en faire un aussi à ceux qui vont recevoir. Non seulement ça peut améliorer la qualité de vie des gens, mais ça peut les sauver. C'est vraiment un cheminement d'exception, ce qu'il a fait là. Je vous confirme que pour l'avoir accompagné jusqu'à la toute fin, il est parti tout doucement et les étoiles dans ses yeux quand il a su les organes qui étaient acceptés et les receveurs qui attendaient ce don si précieux. C'est dur de décrire ça, en fait. Il faut le vivre, je crois.
Alors, on vous a mis ici quelques liens si vous désirez plus d'informations. En fait, il y a le lien de Transplant Québec. Là, il y a une section dédiée entièrement à l'aide médicale à mourir. Et puis, deux conférences qui ont lieu aussi, qui sont disponibles en ligne si vous voulez en savoir un peu plus sur cette pratique qui est en émergence.